Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier récap Ovalie, toute nouvelle émission. Après les previews de la semaine dernière, et bien cette semaine on passe au récap après la première journée de top 14. Attention Kenny, je crois que tu as le retour Et allez, une gaffe. enclenché, voilà, Une. ça commence fort. On a commencé depuis une Euh, minute. non mais c'est bien, c'est précis, je préfère au moins les bases sont posées. Donc voilà, dans ce petit récap Ovalie, ça fait suite un peu au preview, vous voyez, c'est un peu le même décor niveau DA. Donc voilà, on va faire ça. Alors pour préciser, ça sera toutes les semaines, le mardi ou le mercredi, suivant les trucs. De toute façon, il faut suivre le planning, c'est simple. Vous avez tous les liens qu'il vous faut en bas sur ma page Twitch, que ce soit Instagram, Twitter, Discord, vous trouvez le planning partout. Donc aucune excuse de rater cette émission. Elle va durer entre 1 heure et 2 heures. On verra suivant ce qu'on a à dire. Il y a beaucoup de choses à dire cette semaine. Euh, Pro D de top 14. On va parler un petit peu de la grande mêlée, un petit jeu fantasy rugby qui est bien sympa. Et puis après, on parlera de discussion. Voilà, on parlera de sujets un peu plus global sur le rugby et notamment les nouvelles règles aujourd'hui. On va parler des nouvelles règles. On va parler de l'intervention de Saint-André de Saint-André, pardon, de De Galtier Fabien de Galtier. Fabien Galtier au CRC qui a été très riche. Et ensuite, on va aussi parler, malheureusement, on aurait préféré éviter pour cette première de parler de ça, mais du fait raciste qu'il y a eu dans le match entre Provence Rugby et Nevers, où malheureusement un joueur de Nevers a été victime d'insultes racistes par un joueur de Provence. Mais ça sera pour la deuxième partie de l'émission. Pour commencer, on va un petit peu discuter de Pro D2 et des résultats. Alors voilà, je vous mets à l'écran les résultats de cette semaine. On peut voir Colomiers vainqueur à l'extérieur sur la pelouse d'Oyonnax et Grenoble aussi, notamment, c'est les deux gros résultats. Vainqueur à l'extérieur aussi sur la pelouse de Vannes, ça c'est d'ailleurs le gros résultat de cette journée de Pro D2, la deuxième journée de Pro D2. Il y en a un troisième, Kenny. Je pense que tu vois Oui. duquel je veux parler. Évidemment, la défaite à Genèse sur sa pelouse d'Armandie pour le retour du public à Armandie contre les Biterrois, contre Béziers. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et voilà tes impressions sur ce match d'Agen? Euh, le collectif est encore très loin d'être rodé. Un nombre d'imprécisions terribles. C'est dommage parce que cette équipe n'a jamais rien lâché. Les Agenais ne lâchent jamais rien. Et puis ben là, vous n'êtes pas en top, vous êtes pas en top 14, donc vous en prenez pas, vous en prenez pas 40 à domicile. Mais ben voilà, encore une fois, on voit que Agen est bien loin du compte. Mais de toute façon, il ne faut pas se faire d'illusions. Agen, j'ai vu en plus aujourd'hui une question: est-ce qu'Agen peut viser le top 6? Je pense que les Agenais n'y pensent même pas. L'objectif est d'essayer de pérenniser ce club qui a vécu une énorme phase, une horrible phase dans son histoire. Et là, il faut essayer de reconstruire et tout, mais on part de très loin avec des jeunes et le collectif est encore très très loin, hein. Franchement, le jeu n'est vraiment pas rodé. Et en deuxième mi-temps, on prend ce point de bonus enfin, les Agenais prennent ce point de bonus. Je ne vais pas dire on, parce que bon, je ne suis pas sur le terrain, mais les Agenais prennent ce point de bonus qui leur permet de prendre, voilà, de ne pas être dernier au classement, c'est déjà ça. Mais ouais, on est encore très loin de là à dire affligeant comme un certain Twittos, fan du SUA l'a marqué, je dirais, qui aime beaucoup aller à la buvette à Armandie. Je affligeant, je ne sais pas, mais voilà, on est encore très loin du compte. Et voilà, il y a c'est un nouveau groupe, encore une fois, qui a subi beaucoup de changements à l'intersaison. Voilà, c'est en rodage. Des jours meilleurs sont à venir, nul doute, mais c'est vrai que ça fait quand même du mal, ça fait quand même du mal à Agen. Et puis, bah, sacré Lionel Boxis quand même. C'est lui qui marque les 12 points. Je vais allumer mon micro. C'était un beau match de buteur, effectivement. Lionel Boxis, bah, toujours étincelant comme il sait le faire, le fameux Lionel. Euh, donc voilà, je passe juste Pizzi qui passe, que j'ai déjà vu plusieurs fois dans le chat pour dire Rouen champion. Et bien on va en parler tout de suite de Rouen. Parlons-en, parce que ce résultat-là, il est surprenant. Enfin, Il est moi, je m'attendais pas surprenant, à ce score-là. mais moi ça me pose surtout une question après 2 journées, c'est est-ce que ça va Narbonne. être trop dur pour Narbonne et Bourg-en-Bresse? Parce qu'on voit que les deux ont pris
Ah, une fessée. Elle est pas petite. Une petite punition. C'est une fessée. 57-16 pour Rouen à domicile. Dans son nouveau stade, ils sont partis au stade de foot. Maintenant, ils jouent plus dans leur stade de rugby. Voilà, ils ont pris des infrastructures un peu plus modernes et un peu plus de quantité aussi en termes de supporters. Donc voilà, ça c'est pour Rouen et même Bourg-en-Bresse. Voilà, 48-13 à Mont-de-Marsan. Alors on sait que Mont-de-Marsan, c'est quand même très correct cette année, mais oui, je te laisse parler. Tu peux baisser le doigt Triplé de Léo Colli, le deuxième ligne ancien international des moins de 20, dans deux surcontres. qui a marqué un triplé avec Mont-de-Marsan ce week-end. Énorme perf, mais énorme perf dans l'ensemble des Montois. Bah, mine de rien, certes, c'est 2 matchs qu'on est promu, mais c'est le plein de points, c'est vraiment encourageant pour la suite. Ils ont 9 points, les Montois. Ils n'ont pas pris le bonus contre Narbonne lors de la première journée. Mais voilà, c'est 2 victoires. Et contre un match à l'extérieur, un match à domicile, contre les 2 promus, bah, il fallait quand même les gagner, ces 2 matchs. Donc, chapeau à Mont-de-Marsan qui est premier de la Pro D2. Et Mont-de-Marsan en tête de la Pro D2, ça fait un bon moment qu'on n'avait pas vu ça. Après, il reste 28 journées, donc faut pas s'enflammer pour les Montois, mais ça Comme leur on fait l'a du dit. bien. Ils ont connu une saison un peu en plus compliquée l'année dernière. Mm. Donc forcément, ça leur fait du bien de passer par là. Alors c'était évidemment les deux promus qu'on voit qu'ils sont en difficulté sur ces deux premières journées, mais il faut les gagner ce match-là et ils les ont gagnés. Autre équipe, là d'une autre facture quand même, qu'on attend tout en haut du classement au fur et à mesure de la saison, c'est Bayonne qui confirme quand même être bien rentré dans ce Pro D2 avec une victoire sur la pousse d'Aurillac à Jean-Alric. C'est jamais évident de s'imposer Ouais. là-bas. Mais évident de s'imposer dans le Cantal. Bon, là, ça va. Les Bayonnais jouent en septembre. Donc, bon, je pense que c'est quand même un peu plus facile d'essayer de gagner à Jean-Alric, notamment en proposant du jeu en septembre, plutôt qu'en fin décembre ou début janvier, où là, c'est très compliqué. Bah faut y aller en Mais après-ski quoi. ouais, voilà. Mais non, mais c'est très bien. Là, encore une fois, on voit des Bayonnais appliqués de toute façon, l'objectif est vraiment clair, comme de l'eau de roche du côté de Bayonne. C'est remonté immédiatement en top 14, hein. Cette descente en Pro D2, elle n'est pas normale dans le développement du club, dans ce que le club veut amener pour le futur. C'est une anomalie de voir Bayonne à cet échelon du rugby français. Donc voilà, ils veulent vite remonter. Pour l'instant, c'est parfait. Mais ouais, Bayonne va faire office de gros épouvantail sur cette Pro D2, ça c'est sûr et certain. Voilà, un petit preview Pro D2. Et oui, on n'en a pas fait évidemment, ça prend beaucoup de temps. On a vu l'investissement sur le top 14, 14 Mm. équipes, ça suffit à présenter. On voit au classement, bah, du coup, Mont-de-Marsan, Bayonne, Colomiers aussi qui part bien avec 2 victoires sur deux deuxième mi-temps. Ouais. Faut en parler, je pense. C'est Mm. du retard à l'allumage, ça doit pas faire plaisir à Julien Sarotte qui est très précis, qui aime pas voilà, voir son équipe un peu en retard. Et je pense que les murs des vestiaires doivent un peu trembler à la pause parce qu'on sait qu'il a pas sa langue dans sa poche quand il est un peu excédé. Mais c'est quand même 2 victoires en 2 matchs, c'est important de le souligner. Du coup, voilà, C'est balèze de vas-y. gagner à Oyonnax. Non, C'est oui, une ben, énorme ouais, performance, hein. bien sûr, mais on sait que Colomiers elle a l'habitude d'embêter Oyonnax, que ce soit à Charles Maton ou à Michel Bendichou. Donc voilà, c'est une équipe qui peut réussir à Colomiers, et là, c'est encore une fois réussi. Voilà, Montauban qui, je pense, quatrième, qui a des ambitions cette année, hein. En termes de recrutement. Mm. On en a forcément pas parlé, mais en termes de recrutement et en termes de jeu et même d'effectifs, parce qu'il y a eu du recrutement, mais il y a de la stabilité aussi. Ça peut faire quelque chose cette année, Montauban. Non, c'est très très bien. Il y a il y a des joueurs vraiment pas mal qui sont arrivés. Je pense à Segundo Tuculet, qui était l'arrière l'année dernière de Valence Romain, mais qui était l'un des meilleurs joueurs du collectif de Valence. Donc non, et ça fait plaisir de voir Montauban, moi qui suis à peine 2 kilomètres de Sapiac. C'est cool de voir Montauban là. Et ouais, en tout cas, je croise souvent des supporters montalbanais. Pour l'instant, ça va. Ben, voilà, avec Colomiers, Bayonne et Mont-de-Marsan, c'est l'une des 4 équipes avec 2 victoires. Donc pour l'instant, ça part bien pour les Montalbanais qui avaient gagné à Bourg-en-Bresse lors de la première journée. C'est pas évident de s'imposer à l'extérieur en Pro D2, ça on le sait. Non, bah, de toute façon, je pense que dans le rugby en général, le professionnel, c'est pas évident Ouais. de s'imposer à l'extérieur. Surtout, on en parlera en toute fin d'émission, mais avec
un des faits marquants de ce week-end, pour le top 14 du moins, c'est le retour du public dans les stades et ça change quand même pas mal de choses. J'en ai parlé pendant les previews, mais ça change quand même pas mal de choses pour les joueurs et mine de rien, je pense que pour la mentalité des joueurs, ça peut Mm. changer pas mal de choses. Bon, ben derrière, ben voilà. Du coup, tu parlais tout à l'heure, je voulais te poser la question, c'est vrai qu'on était parti sur un autre sujet, mais tu parlais de Bayonne qui est évidemment programmé pour remonter, c'est l'ambition. Il y a un autre club relégué, Agen, on en a parlé un petit peu. Est-ce que toi, tu penses qu'ils sont dans l'optique de remonter immédiatement ou alors d'installer une nouvelle, peut-être, structure, effectif, les nouveaux jeunes qu'il y a au club et peut-être remonter dans deux trois saisons et prendre le temps peut-être de développer un effectif? Alors clairement, la montée n'est pas à l'ordre du jour, clairement pas. Cette équipe va même viser le maintien. C'est un supporter agenais qui vous parle pourtant, mais attendez-vous à retrouver Agen dans la deuxième partie du classement. Je pense que dans les 8 premiers serait une très très bonne surprise pour l'ensemble du club. Non, le principal est voilà, de recréer un groupe, de recréer une solidarité, un collectif qui a souffert le martyre littéralement l'année dernière. Voilà, tu l'as dit, il y a une certaine stabilité à donner et ne pas l'oublier, il y a un projet de stade, de rénovation d'Armandie. La tribune Albert Ferras face caméra, quand on regarde l'image, n'est plus. Donc Ah non, n'est ça fait plus. d'ailleurs très bizarre de Je te voir cette confirme. tribune. Ouais, ça fait d'ailleurs très bizarre de voir cette tribune historique rasée. Ils l'ont rasée au mois de juillet. Donc ouais, ça fait vraiment très bizarre. Mais voilà, il y a à côté de ça, à côté de l'effectif et d'un collectif que le staff va devoir reconstruire, aussi dans le côté extra sportif, j'ai envie de dire, du club, il y a ce stade. Voilà, c'est toute une réorganisation du SUA. J'espère de faire trop dans la douleur. Voilà, pour l'instant, Agen doit rester en Pro D2, mais c'est, je savais pas trop quoi en penser. Agen, c'était un ovni dans ce top 14. Agen était a été le plus petit budget durant toutes les années qu'il a passé en top 14. Il avait le plus petit budget. Et voilà, c'était l'éternel village gaulois qui résistait encore et toujours en envahisseur à tous ces clubs qui arrivaient et puis voilà et qui montent. Pour l'instant, Agen en Pro D2, deuxième partie de tableau, milieu de tableau, j'ai envie de dire, mais plus deuxième partie, ventre mou, on va dire, est à sa place là, le temps de sa reconstruction. Après, on Sur- verra après, on verra que la direction que prendra le club. Surtout que, on va pas se mentir, la troisième journée peut faire peur pour Agen, déplacement à Grenoble, Stade des Alpes. Grenoble qui, on en a pas trop parlé parce qu'on veut pas non plus s'étendre sur toutes les équipes parce que voilà, c'est une hebdo donc on va être là toutes les semaines, mais Mm. euh, Quelle Grenoble performance de Grenoble. qui fait, et on va regarder d'ici quelques secondes, enfin minutes, le top essai, et je pense qu'on va en retrouver un Oh de oui. Grenoble, un ou deux même, parce qu'il y a eu des très beaux essais dans cette rencontre. Ben, je vous propose d'ailleurs, si tu as fini toi est-ce que si tu as d'autres choses à dire peut-être sur peut-être la semaine à venir du Pro D2 ou sur la semaine passée même, est-ce que tu as d'autres choses à dire ou c'est bon? Non, ça me semble bon. Voilà, faudra juste soyez au rendez-vous jeudi. Bah ouais, il y a le Grenoble-Agen, mais il y a aussi des matchs intéressants. Je pense à Nevers-Oyonnax. Gros choc en perspective vendredi 19h30. Pour moi, c'est le match à suivre. Certes, vous avez un Van Bayonne, mais le Nevers-Oyonnax, ça va taper. Ah, j'avoue que le Van Bayonne, Ah, le Van je, Bayonne, oui, il je viens fait juste rêver, de le mais voir, le Van Bayonne, il peut piquer et Van n'a pas intérêt à se louper parce que mine de rien, après une saison comme l'année dernière, s'il se loupe une nouvelle fois à domicile, ça peut piquer. j'ai envie de faire un parallèle entre Vannes et La Rochelle. Ces deux clubs sont extrêmement attendus, c'est des destins un peu liés, mais l'histoire de Vannes est en Pro D2 et celle de La Rochelle est en top 14 pour l'instant. Mais voilà, j'ai l'impression qu'il y a ces deux clubs qui se rapprochent là et ils sont très très attendus cette année. C'est un peu l'année de la confirmation pour les deux clubs et pour Vannes aussi. Et ouais, c'est vrai que la défaite à la Rabine là, pas Ouais, super. mais elle était surprenante contre Grenoble. Mm. Enfin, moi, j'ai regardé le match perso, j'étais vraiment très surpris de ce résultat. Et du coup, je vous propose, hop, je le trouve, il est ici, le top essai de la deuxième journée de Pro D2. Hop, on va vous le mettre, on va se caler tout ça. Un peu de technique, je gère tout. Hop, il est Quel ici. homme. Il est ici. Un peu de son.
Et c'est parti, on se regarde le top 5 Pro D2. Celui-là était déjà pas mal, hein. Mais c'est l'essai de la victoire sur lequel je parlais tout à l'heure pour Grenoble. Ah, filou. N'hésitez pas à dire pour vous lequel est le plus bel essai, évidemment, de cette saison. Ouf, ce petit crochet intérieur, je l'avais pas vu celui-là. C'était Jordan Michael dans ses œuvres. Bien sûr. En fait, si c'est bon, là, cette partie-là, je l'avais vu, j'avais pas vu le début, j'avais pas percuté ce crochet intérieur qui est quand même. Oh. Et Jordan Michalet est encore là à la continuité de l'action, hein. C'est vraiment un très bon 10, ça. C'est vraiment un joueur à surveiller. Par contre, on sent que la pelouse, c'est une pelouse de foot, elle est nickel. Ça se sent, quoi, tu le ressens. Et là, c'est vraiment, bah, là, Et là, la masse Ange parfaite. Capuzzo dans ses œuvres. Profitez. Et ça, on parle évidemment d'une action. Alors, certes, il était remplaçant, mais on parle d'une action à la 77e, il me semble, Ah, de jeu. c'est une élévation, hein. Donc voilà, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable comme essai. Donc voilà, moi, perso, c'est du plaisir. Voilà, c'est un petit Ah, bonus, bah, un petit bonbon là qu'on se fait en regardant ce top essai Pro D2 et ça permet aussi de mettre voilà, un petit clin d'œil pour ces clubs qui font l'actualité chaque semaine et que ce soit dans la bonne ou dans la mauvaise façon avec des victoires ou des défaites, mais c'est toujours important de mettre voilà, un petit peu un coup d'œil sur eux, un coup de projecteur sur ceux qui font l'actualité. Évidemment, pour l'instant, il n'y a que Kenny avec moi, mais peut-être qu'à l'avenir, on essaiera de retrouver, de voir des acteurs de ces championnats avec nous et qui nous parleront évidemment de toute l'actualité du rugby, mais ça c'est pour les semaines à venir. Là, on prend nos marques un petit peu, voilà, on est en phase d'entraînement, on va dire. Euh, on s'échauffe, on s'échauffe. pour cette deuxième partie du Récap Ovalie, après la Pro des deux, évidemment, on monte d'un cran, on monte d'un étage, on step up, comme on dit sur Twitch. Top 14, évidemment. Je vais vous mettre le récap des scores d'ici quelques minutes. Comme vous avez pu l'avoir sur le récap Pro des deux, il est là. Hop, voilà le récap des scores. Alors, du coup, je te laisse parler. Peut-être, est-ce que tu as tu sais les deux matchs qu'on a visés, mais est-ce que tu as d'autres peut-être matchs que tu as envie de parler? Euh, Cast, j'ai envie de parler de Cast qui s'est quand même fait peur, qui a joué à se faire peur face à Pau, une victoire 16-12 seulement, acquis dans la douleur, mais quel manque de réalisme de la part des Castrés Une victoire à la qui ont 13. dominé. Ouais, voilà, c'est ça, mais qui ont dominé, mais c'est rageant, et les joueurs étaient unanimes là-dessus. Mathieu Babillot, après le match, l'a vraiment pointé, ce manque de réalisme. Pour Henri Cocotte, il reste beaucoup de travail à fournir. Pour, voilà, faut que les Castrés soient beaucoup plus tueurs. Ça ne passera pas toujours. Là, c'est à domicile contre Pau. D'accord, ça gagne. C'est tout de même bien de commencer par une victoire, on est d'accord, mais il faut être beaucoup plus tueur parce que 4 fois sur 5, tu vas te faire avoir, hein. Ça, c'est sûr et certain. Bah, c'est certain même, tu as raison. Alors pour avoir évidemment vu ce match vraiment en intégralité, j'étais pas sur le multi-rugby à ce moment-là. Ah, lui, il regarde pas le multi-rugby Euh, quand même, Castori. non. Si samedi, je vais regarder le multi-rugby avec vous d'ailleurs. Voilà, petite promo, tu me fais une petite pique, tu me tends une perche. Donc voilà, petite promo. Samedi, on va se regarder les matchs ensemble. J'espère que vous serez présents. Voilà, comme ça, on en réagira en direct à ces essais, voilà, ce show du top 14 qui commence et qui sera la deuxième journée sur 26. Donc on a le temps de se régaler évidemment Mm. avec ce beau championnat de rugby. Mais oui, Castres, c'était pas réaliste. On rate beaucoup de points au pied. Urda Pileta était en travers alors que bon, euh, Ouais, pas super, ouais, c'est vrai que c'est assez ça lui arrive surprenant. pas tout le temps. Donc ça peut arriver des matchs comme ça. C'est le début de saison. Faut retrouver des repères.
mine de rien, peut-être qu'il avait des repères avec un stade vide. Là, on lui a retrouvé, on lui a remis du public, donc peut-être que ça chamboule un peu la vision. On sait que pour un buteur, des fois, il faut un petit grain de sable et ça peut s'enrayer. Au contraire de Botica euh, qui est de suite rentré dans le jeu, que ce soit contre Montauban, match amical, ou contre Pau, eh ben, il a fait du 100%. Il aime bien les couleurs vertes en face, apparemment, en espérant qu'il aime beaucoup d'autres couleurs. Mais ça a été intéressant, c'est un match intéressant de Castres. Effectivement, tu parles d'un manque de réalisme, mais il y a beaucoup de positifs à en tirer. Alors évidemment, il faudra être tueur contre des plus gros adversaires. Mais pour un premier match de championnat, je pense que les Castrés s'en sont facilement contentés. Alors, qu'as-tu pensé de ta équipe Ben Nicolas qui était titulaire au poste du numéro 8 et qui était ton joueur à suivre, lors des previews? Eh ben, il m'a pas déçu, hein. Il m'a vraiment pas déçu. Je pense qu'il Ouais. était vraiment. Pour ceux qui étaient là pour les previews, qui ont pu regarder les previews, que ce soit en replay ou en direct, il était vraiment dans ce que j'ai annoncé, un joueur de ballon qui aime faire jouer après contact, qui aime aller au contact. Donc voilà, je vais pas répéter ce que j'ai dit dans la preview, mais voilà, il était fidèle à mes attentes et à ce que j'avais vu contre Montauban. Donc voilà, je suis vraiment satisfait et je pense que c'est un profil différent des Toulouse, Vaipoulou, Gelon, mais il apportera son savoir-faire à, du coup, à l'effectif de Castres, à cette troisième ligne. Moi, j'ai envie de parler d'un autre match pour l'instant avant qu'on se regarde les résumés de Biarritz et c'était quoi l'autre match que j'ai dit? C'était évidemment le derby parisien. Mais avant qu'on se regarde ça, j'ai envie de parler de Brive qui a été impressionnant contre Perpignan, mais plus précisément un joueur Enzo Hervé qui a réalisé un full house. Alors, pour Ouais. ceux qui connaissent pas un full house, on va un petit peu vulgariser ce terme rugbystique, bah, c'est simple, c'est-à-dire qu'il a marqué de toutes les façons possibles au rugby, c'est-à-dire un essai, une transformation, une pénalité, un drop. Voilà, il a fait les quatre, alors plusieurs fois pour les pénalités et les drops, mais voilà, c'est un match plein de ce joueur. On en a parlé un petit peu lors des présentations comme un joueur qui pourrait vraiment apporter, qui devra confirmer. On s'était pas trop étendu sur lui, mais on savait que c'était un potentiel pour Brive encore cette année et il l'a prouvé dès le premier match à, à Brive contre Perpignan. Donc voilà, c'était mon petit clin d'œil pour Brive. Vas-y, Gagny. Premier full house, en top 14, depuis, 2017 et un certain, on en a parlé avant en début d'émission, Lionel Boxis. Voilà, mais bien sûr, Comme quoi les grands esprits se rencontrent, monsieur. effectivement, bah là, je sais pas quoi dire de suite pour enchaîner sur ça. Parler peut-être, moi, d'un match qui a fait des dégâts, notamment côté montpellierien. Alors, certes, il y a un très bon résultat Mmh. à Toulon, à Mayol, un 24 partout, qui sont allés chercher en plus, qui se sont vraiment battus pour l'avoir. On en avait Qui a parlé marqué lors des l'essai? previews, évidemment. Qui a marqué Bien l'essai sûr, de Zach du match Mercer. nul? Merci monsieur. Ah, mais t'en avais parlé, t'avais eu Ah! Merci. t'avais bien senti le pif, comme on dit. Ah, i alors de ce que j'ai vu, je le dis honnêtement, j'ai vu que la première période, du match. De ce que j'ai vu, c'est intéressant. C'est intéressant, voilà, c'est ce 8, qui c'est pas Terry Ben Williams justement, Zach Mercer, c'est un peu le Vaipoulou, anglais. Ben Après, Nicolas. T'as dit Ben Williams. oui, mais oui, Ben pourquoi je dis sors des Ben Williams? Mais Ben Nicolas, mais voilà, Mercer, c'est ce 8 bourrin donc comme j'avais dit la semaine dernière que les Anglais, bah, sortent à foison et juste énorme. Mais ouais, c'est très intéressant Zach Mercer et voilà, je trouve qu'il s'est déjà plutôt bien intégré dans le collectif. Match sérieux et puis, bah, il est là, dans les dernières minutes, voilà, il a encore du gaz, il a encore cette puissance. Certes, il est aidé par ses coéquipiers, mais il a la puissance pour aller derrière la ligne et grâce à ça, Montpellier qui arrache une belle victoire, non, mais un beau match nul, en terre toulonnaise. Exactement. Voilà pour la majorité des résultats. Alors, on va se faire un petit plaisir et parler un peu plus précisément d'un match, le retour des Biarros euh, en top 14, évidemment. Alors, je cherche le résumé, évidemment. Je Et l'ai perdu, il est là. Dego qui nous dit: «Pour une débutante, je suis plutôt pas mal en pronostic, j'ai eu un 5/7». Bah, c'est bien parce que je pense que déjà tu as fait mieux que moi. Parce que, franchement, Je sais pas, moi moi, je crois que j'ai je crois que je suis assis, ça, mais j'ai pas noté. Donc, moi j'avais mis Clermont, j'avais mis ah, La c'était mis clairement, Rochelle. effectivement. Ah, j'ai mis Clermont, j'ai mis La Rochelle, j'ai mis Bordeaux, donc moi déjà ça me fait du 4. J'avais mis Toulon. Il y avait pas Moi, c'est quelqu'un qui avait Bordeaux qui me pro fait. il y avait pas quelqu'un qui avait pronostiqué match nul? Ah, c'était peut-être sur le derby parisien. C'était peut-être Jekker qui avait, C'était Jay qui avait pronostiqué tout à match fait. nul sur le derby parisien. C'est dommage, le match nul n'était pas là.
c'était sur Voilà. notre match. Donc on va se regarder le petit résumé. Biarritz, Bordeaux, c'était le premier match de championnat. Hop, le voici, je vous le laisse et on le commentera Avec le début de la saison 2021-2022, juste après. une première affiche entre le Bordeaux-Bègles. Cette année qu'Aguilera n'avait pas connu le parfum de l'élite. Alors forcément, l'ambiance est belle au Pays Basque et le stade est plein. Et un match fermé dans un premier temps avec une pénalité de Brett Heron à la 19e minute. On joue cette fois la 23e, ballon dans le camp girondin. La relance de Nance du coin bien plaquée. L'UBB temporise. Jefferson Poirot essaie d'y aller. Des plaquages bien assurés. Un ballon qui vit, un autre rude plaquage de Francis Sailly. Et la récupération de Ce que je te propose, c'est qu'on en parle en même temps, qu'on voit les images. Je pense que c'est peut-être le mieux qu'on puisse faire. Euh, Qu'as-tu pensé, toi, de cette rencontre de Biarritz contre une équipe de Bordeaux qui a été plutôt absente? Oui, c'est clair. Je sais pas si on parlera de Bordeaux après, mais c'est vrai qu'on va se concentrer sur Biarritz. Ben, les Biarrons ont été à la hauteur de l'événement. Ils se savaient attendus. Ils savaient que ça allait être difficile, mais ils ont pu compter sur leur public. Voilà, petite parenthèse pour le public. Mais voilà, franchement, on a vu des Biarros serrés, on a vu des Biarros puissants à l'image de cet essai de l'essai en force derrière un mol du Lucas Pérez Blanc. N'ont pas déçu, ont vraiment été très conquérants et ça fait plaisir à voir un Biarritz Olympique en top 14 avec cette forme-là, sans aucun doute. Et c'est la très bonne surprise de cette première journée. Mais en face, ils avaient bien sûr la plus grosse déception de cette première journée. Donc c'est vrai que ça balance un peu. Ouais, mais Biarritz, moi j'ai trouvé ça fluide en fait. Mm. Je pense que c'est le bon mot, c'est genre il y avait alors ils ont profité des nombreuses erreurs de Bordeaux, ça il y a aucun doute là-dessus. À l'appel. Ah ouais, l'appel là, il y a des brouettes de fautes d'ailleurs Christophe Furios a été bah, il a régalé encore une fois, il a régalé en micro de canal notamment à la fin du match. Mm, mm, mm. Euh, Ah ouais. Il, mais il est déjà, il est déjà chaud. j'ai trouvé déjà défensivement ils ont pourri tous les rugs de Bordeaux dans la règle avec des Dermitage, des Pérez Blanc, voilà, des joueurs dans le profil bayonnais qui aiment se battre, qui sont allés au combat. Franchement, ils ont rien lâché. Et puis après, ils ont profité des erreurs, ils ont pu envoyer du jeu un peu derrière. Alors, c'est grâce à la défense, évidemment, qu'ils ont gagné, mais pas que. Mais j'ai trouvé vraiment ce match intéressant et devant ma télévision, j'ai vraiment été surpris euh, du niveau de jeu de Biarritz que j'attendais forcément pas à ce niveau-là tout de suite. Mm. Euh, donc voilà, c'est un beau résultat. On a vu l'essai d'Alban Roussel qui a un petit peu adouci la note, mais Pas mauvais, Alban Roussel. Pas mauvais, franchement. Et voilà, non, il est il a essayé rentré assez d'apporter tôt ce en qu'il pouvait, plus. mais après voilà, on a envie quand même de le rentrer. C'est difficile de sortir un joueur bordelais, tellement les Bordelais ont été absents des débats. On fait tout ce qu'il ne fallait pas faire. Voilà, c'est franchement, pourtant, on a vu cette équipe plutôt convaincante en match amical. Et là, ouais, les Bordelais ont joué à contre-temps durant tout le match, ont couru rapidement après le score, ont voulu vite réagir, mais sont heurtés à une énorme défense. Est-ce qu'il faut être Moi, je veux inquiet du coup Francis pour Sailly, Bordeaux? donc non, non, non. Franchement, moi, je suis du même avis que Christophe Furios. C'est un faux départ de Bordeaux. Cette équipe bordelaise-là n'est pas celle que l'on verra sur toute la saison. Il y avait aussi beaucoup d'absents, quand même, des Kobilas, Tamifuna, Doueba, Caso, Woki. Je peux encore en nommer d'autres, Nathanaël Huleux. Il y avait Romain Buros. Voilà, mais après, c'est bien sûr, il ne faut pas mettre tout ça sur le dos des absents, hein. Bordeaux venait pour gagner et partait même favori pour ce match. Mais non, pour moi, je privilégie la thèse de l'accident et j'attends de voir la réaction des Bordelais la semaine prochaine parce qu'ils seront très très attendus et surtout à Chabannes-Delmas. Donc, À Chabannes-Delmas, et je crois que c'est un beau match, Stade voilà, contre le français. Stade Français. Donc ce sera deux équipes Voilà. qui auront une revanche à prendre sur ben voilà, leur première journée. D'ailleurs, ça nous fait une transition parfaite Et pour allez, parler de ce derby parisien ben, qui a tourné à une belle victoire de Paris 36-21 du Racing Racing. évidemment. Du Racing 36-21. Alors c'est un match, franchement, je n'attendais
peut-être un match plus serré. Et les Racingmen ont voulu montrer dès la première journée qu'à domicile ou à l'extérieur, peu importe, ils voulaient montrer qu'ils étaient au-dessus. Je te propose qu'on garde le résumé et qu'on en parle en même temps. Mmh. Mais tu peux Ouais. commencer à en parler, Ce dis-moi que, tout. pour moi déjà sur ce qu'a montré le Racing, sur cette, sur cette première journée, j'ai vu l'équipe la plus rodée de top 14. C'est incroyable comment les Racingmen, c'était fluide. Là aussi, c'était très fluide, mais c'était rodé et tout. Mais surtout, c'est les appels sont bons. Il y a déjà de très bonnes courses en les appels sont très bien créés et il y a une superbe osmose dans l'équipe. Et on est qu'à la première journée. Voilà ce qui m'a vraiment frappé avec le Racing. Voilà, cette équipe rodée déjà au bout d'une journée. Et franchement, on a vu le Stade français n'a pas été ridicule en soi. C'est surtout le Racing qui a mis la lumière sur elle et qui a fait un superbe match de rugby. Encore une fois, la ligne de trois quarts, c'est exprimé. Voilà, là, on a cette superbe action au départ avec Imhoff, Tanga, et finalement, on allonge pour. C'est Donovan Taofifénois qui marque cet essai. Exactement. Euh, voilà, et puis va bien sûr avoir un autre essai en fin de match qui est tout aussi fabuleux, si ce n'est encore plus. Voilà, franchement, ce Racing-là a régalé au bout d'une journée, et le Racing en pèse pas mal déjà. C'est ça, on en parlait la semaine dernière. Effectivement, c'était le, la, hum, le fait de garder cet effectif et de conserver à peu près tous les joueurs, avoir quelques départs et peu d'arrivées, cette stabilité, on l'a vu de suite. Il y a eu des repères communs où il n'y a eu aucun doute là-dessus. Il y a eu des repères communs. Gaël Ficou, capitaine, pour son premier capitanat contre le Stade français, c'est un peu symbolique aussi. Et voilà, ils ont vraiment bien joué. Mais la ligne d'arrière, effectivement, on en parlait, hein. Euh, Ah, autant, voilà. autant devant, je suis toujours un petit peu sceptique sur les gros matchs, sur les très gros matchs. Si ça peut durer en intensité, voilà, contre une équipe par exemple comme La Rochelle ou qui est très physique, qui est très dense. Là, c'est l'essai de Clemenzac. Il est merveilleux celui-là. Et Celui-là, c'est le plus il bel est essai de la merveilleux, mais journée, hein. quel jeu derrière, quel jeu Mm. derrière, quel jeu, mais quelle fluidité. Et voilà, les repères, quoi. On sait quand il faut s'arrêter, on fait pas le pas de plus. On arrive à trouver des espaces par des qualités individuelles. Voilà, là c'est Donovan Taofifinoa. Là, hop, Bill, c'est ça, Kurt Leby, ouais. Kurt Bill qui arrive à s'arrêter de suite. Voilà, pour continuer, voilà, la continuité que recherchent Altruiste. les arrières. Ouais, mais même c'est pour de la continuité. Il sait qu'il peut pas aller Mm. au bout. Il sait Ouais, qu'il c'est va pour prendre. ça, mais c'est la justesse de Kurt Leby. C'est un joueur aussi très expérimenté et qui s'est vachement bien fondu dans la ligne d'arrière parce que c'est son jeu. C'est des bonnes courses. C'est presque sur ce qu'on a vu, l'essai de Clément Schack, c'est un travail d'orfèvre, cet essai-là. Et c'est ça qui est frappant, encore une fois. On est seulement à la première journée. Ça aurait pu un avant dégueulasse ou une mésentente à n'importe quel moment dans l'action. Puis finalement, c'est aller au bout. Mais voilà, à l'image de Kylian Amadaoui et de cette interception, le Stade français et de ce ballon perdu, pardon, le Stade français n'a pas été ridicule en soi, mais est tombé vraiment sur beaucoup plus fort que lui. Il y a pas à rougir du côté du Stade français. Voilà, cette équipe a quand même montré de belles choses, a quand même, voilà, a quand même proposé un gros. Et juste, tu parlais de Ficou, capitaine. On a vu que Ficou va aussi, comme en équipe de France, être le capitaine de la défense du Racing derrière. La défense du Racing l'année dernière, c'était pas toujours ça. Certes, ça jouait, mais c'était un peu laxiste en défense. Et je pense qu'on a aussi demandé à Ficou quand même d'assurer, de faire le boulot aussi en défense avec ses coéquipiers. Exactement. Voilà, je pense qu'on a fait le tour pour le top 14 aussi, pour les résultats du top 14. On va un peu se projeter tout de même sur les matchs de la semaine prochaine. Hop, il arrive, ça va arriver. Hop, c'est là. Les matchs de la semaine prochaine. Alors, du coup, on vous le disait, avec Eni, on sera présent dès 15h sur Twitch, même un petit peu avant pour parler et faire quelques petits pronostics comme on aime bien. On sera présent dès du coup 14h30, je pense, sur la chaîne. Prenez rendez-vous, notez-le dans vos agendas. Ce sera la première aussi du live react top 14. Donc avec un gros multiplex. Le week-end dernier, je trouvais qu'il y avait beaucoup de matchs étendus. C'était voilà pour faire le show pour la reprise. Parce qu'il y Mm, avait pas de foot aussi. Là, il me semble qu'il y a du foot aussi qui reprend, la Ligue 1 qui va reprendre. exactement. Donc ça doit changer forcément le calendrier et les horaires de match, la programmation. Voilà.
Du coup, un gros multi-rugby à 15h avec ASM Clermont, Castres Olympique, Montpellier, Brive, Pau, Lyon et Perpignan-Biarritz pour voilà, un petit remake de match pro des deux. Donc voilà, c'est puis de la finale évidemment. C'est ça, de la finale, hein, je dis pas de bêtises, hein, C'est de la de la finale, finale exactement. Ouais. de Pro D2 que Biarritz avait perdu contre Perpignan. J'avais peur de dire une bêtise, je préférais confirmer. Donc voilà, 4 beaux matchs qui vont vraiment lancer une journée, une deuxième journée de Pro D2 avec voilà, le match est revanchard. Après à 17h, on restera avec vous, ça va s'enchaîner. Bordeaux-Bègles, Stade français. Voilà, ce sera le dernier match qu'on fera avec vous. Euh, Ça aussi, c'est un match de revanchard, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Mm. Euh, Pas malheur à celui qui va le perdre, mais surtout Ça pour mettra pas en Bordeaux, confiance. Ça surtout pour mettra Bordeaux qui pas. joue à Ouais. domicile, ils n'ont pas intérêt de le perdre. Ensuite, bah, un énorme match, un match de phase finale directement entre le Racing qu'on a vu très en place, qui va retrouver la U Arena, enfin la Paris, la Défense Arena, pardon, euh, Mm. contre La Rochelle qui va vouloir évidemment lever l'affront parce qu'on n'en a pas trop parlé, parce qu'évidemment c'était le gros match du week-end. Nous on veut pas forcément parler que des grosses affiches, mais ils ont perdu quand même à domicile à Marcel de Flandre euh, contre Contre Stade Toulouse. Toulousain. Voilà, donc la vraie, véritable bête noire, 5 défaites d'affilée contre Toulouse, Ça, c'est dingue. Hein. Ça, c'est dingue. Hein. c'est assez dingue. Et pourtant, bon, on a vu que ça faisait jeu égal, mais sur une petite action de Ntamak, ça fait la différence. Mais du coup, voilà, ce match où La Rochelle va vouloir se reprendre, et ça va être un petit peu un match. C'est un match qui m'intéresse bien parce que c'est un match avec des oppositions tactiques. C'est-à-dire, c'est une équipe qui est très frontale, La Rochelle, contre une équipe qui va jouer le déplacement et plutôt essayer de trouver les extérieurs un maximum avec le Racing. Donc, ça peut être un match intéressant. Et qu'un seul match dimanche à 21h05, j'y serai. Voilà, petite annonce. Stade Toulousain, Toulon, à Ernest Volant, voilà, pour ce beau match et le retour un petit peu des doubles champions d'Europe et de France. Euh, à Ernest Vallon pour le premier match avec le retour du public. Je pense que ça annonce une belle fête du côté de Ernest Vallon. Donc voilà, on va aller regarder ça un petit peu de près et se faire plaisir à regarder du rugby dans les stades parce que avant tout, on aime en parler sur Twitch, on aime nous en tant que journalistes l'écrire dans les journaux ou passer à la radio pour en parler. Mais avant tout ça, voilà, c'est être dans les stades et sentir la ferveur. C'est ce qui a manqué le plus l'année dernière. Et là, on est forcément content et on fera une grande. On en parlera pendant 5 minutes. Ce sera la fin de ce premier épisode. Mais effectivement, le retour du public, voilà, c'est un petit peu le petit cadeau de ce début de saison et ça fait Mm. du bien. Donc voilà pour ce top 14. On n'a pas regardé le classement. On va le regarder rapidement avec une équipe de Brive en tête. Voilà, juste faire un petit clin d'œil à Brive qui est en tête. Simon Gillam, le président Le tweet. de Brive qui a mis un petit tweet qui m'a fait un petit peu marrer en demandant au top 14 si on pouvait pas s'arrêter directement pour que Brive voilà, soit même pas champion parce qu'il manque des phases finales, mais que au moins voilà, Brive ait la photo de cette première place. Nul doute que les supporters brivistes, j'imagine, l'auront screenshot un petit peu ce classement parce que ça risque de pas forcément durer toute la saison. Mais en tout cas, félicitations à eux, c'est eux qui ont remporté ce premier bonus offensif de la saison. Aucune autre équipe ne l'a fait, mine de rien. Ça veut dire qu'il y a eu des matchs serrés et que les 3 essais d'écart n'ont pas été trouvés partout. Euh, et voilà, et le premier mauvais élève, c'est Perpignan qui, ben, voilà, forcément, un rapport de cause à effet. Si Brive est premier, Perpignan est dernier sur une première journée. Voilà, Perpignan qui va recevoir et qui va devoir trouver des automatismes pour surtout pas recommencer comme en 2018-2019 où ils ont vécu l'enfer en top 14. Alors maintenant, on Ouais. va vous parler d'un petit truc, c'est un petit peu voilà, la séquence Paris. Puis si ça peut vous intéresser, on peut créer une ligue entre nous, la Grande Mêlée. Alors c'est un jeu développé par le Midi Olympique et le Top 14. Je fais une petite pub comme ça. C'est un petit jeu fantasy rugby, voilà, sur le Top 14 où il faut faire son 15 de départ de la journée avec 4 joueurs maximum par équipe d'une même équipe. Voilà, pronostiquer un peu du coup les vainqueurs parce que plus et les bons joueurs de l'équipe. Voilà, donc nous, on l'a fait ce week-end. Ce week-end, on va vous montrer nos résultats. N'hésitez pas en commentaire surtout à dire voilà, qu'est-ce que vous aurez mis peut-être à notre place, ou vous vous moquez de nous hein, totalement parce qu'on n'a pas été exceptionnel. Oui, je pense que vous pouvez Surtout, vous moquer de moi. surtout le monsieur qui a le moins de cheveux. Euh, euh,
Mais, Bah, mais donc voilà, hop, on vous le met, hop, on va vous le mettre plutôt comme ça sera mieux. Hop, on vous met là, c'est mon équipe, donc Patrick Sobella qui devait jouer, qui a pas joué, j'avais pas suivi, du coup mon super sub est tombé à l'eau, pas de remplacement, donc il a fallu compter que sur les 15 titulaires, et ça a été ma petite erreur, ça m'a coûté des points. Mais après, sinon, une équipe toutefois correcte, à part Pierre Bourgarit qui a pas réalisé un très grand match et qui a des points qui lui ont coûté un peu cher avec la défaite. J'avais misé sur une défaite, une victoire pardon, de La Rochelle, donc ça c'est un petit peu mon malus à moi. Mais après, sinon, sur les bases, c'est pas mal. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, Insta ou Twitter et me passer en DM et on va créer une petite ligue qui pourra continuer et perdurer le long de la saison. Ça peut être bien sympa. Et puis on va passer sur. Donc voilà, moi 313,6 points, donc c'est pas mal. Généralement, pour y avoir joué l'année dernière, quand on passe les 300 points, c'est une journée qui est assez correcte. Je crois que Kenny vient de voir son résultat. Euh, alors oui, il n'a pas comme j'ai dépassé les 300 points. Spoiler, hop, spoiler non, alerte, il n'a pas dépassé les 300 points. On va le non, mettre de non. suite et je veux une explication sur cette mascarade 246,5 points. Et toi, Alors, t'as mis des remplaçants. merci. Alors oui, alors moi j'ai mis des remplaçants. En super sub, j'avais mis Ben Vola Vola, bon, qui n'a pas eu l'effet escompté. C'est dommage que les Chistera qui amènent à des essais ne comptent pas beaucoup de points, parce que c'est lui qui le fait. Non, par contre, très idiot, j'ai mis Gaëtan Barlow. Sauf que Gaëtan Barlow, il a joué la tournée, donc il n'a pas joué ce week-end. Voilà. Je vois que Euh, tu t'es pas fié au compo qui était sorti, pourtant tu l'as fait. Tu l'as fait un peu au dernier moment, faut le dire. alors oui, Tu l'as fait un oui. petit peu rapidement au dernier moment parce que, voilà, pour raconter un petit peu l'intime de Kenny, travailler le matin tout simplement. Et il est arrivé un petit peu au dernier moment avant les premiers matchs. C'est Et du coup, ça, c'est ça. il a pas pris le temps de la faire le vendredi Mais, soir. Et puis du coup, voilà, ça a été compliqué pour lui. Mais mais je suis content. Je il y suis a quand content même des parce bons que joueurs. j'ai pas eu un seul joueur négatif. Or que pourtant j'ai mis 4 Bordelais. C'est pas C'est mal. vrai, Ben voilà. alors que moi, La Rochelle a perdu d'un poil et j'ai eu 4. Ouais, voilà, c'est ça. J'ai eu Bourgarit en moins 1,3. Non, mais En négatif, ouais. c'est ça. Mais c'est pas mal. T'as eu Taofi Finois. C'était Zach Mercer, tu l'as pas mis. Tu l'as pas mis. Et pourtant, c'était le MVP de la semaine de la Grande Mêlée. J'ai vu ça sur leurs Ah réseaux ouais. sociaux. Alors lui, je sais pas pourquoi je l'ai pas mis parce que j'en ai parlé et tout. Ben, parce que tout simplement, t'as pas vu Montpellier aller gagner à Toulon. Ah bah oui, bah voilà, oui, c'est pour ça. Et ça me C'est pour semble ça. Oui, assez logique. j'avais mis Emeric Luc, Julien Blanc et Kieran Brooks. Kieran Brooks, que j'ai pas trouvé mauvais aussi, le pilier anglais, la Ouais, tout nouvelle à fait. Mais recrue je anglaise. pense que c'est un des joueurs qu'on a en commun. Voilà. Moi, j'ai mis Queen Roux aussi, que je voulais voir un petit peu. Moi, Et il c'est était vrai sur le que banc. Et c'est vrai que quand on fait, mine de rien, notre équipe, la grande mêlée, ça permet aussi de regarder d'un peu plus près les joueurs et d'être un peu plus attentif à leurs performances. Et de les insulter dans notre coin s'ils ont fait une mauvaise performance. On va pas les insulter en face, sinon on se fait casser la gueule. Mais voilà, oui, C'est honnête. c'est. Ah oui, oui. Oui, oui, mais bon, oui, j'ai pas envie d'insulter Monsieur En tout Babilou, cas, tu as hein. eu un très beau capitaine. Je viens de voir C'est pour le, ça. capitaine. Alors voilà, tous les week-ends, il faut mettre un petit capitaine, un super sub. Super sub, c'est 3 fois la performance du joueur. Très beau, Mm, j'avais mm. pas vu ton super sub aussi. Euh, Ah mais, non, mais masterclass de la première non, journée. mais Non là, mais on est bien. le truc c'est que à l'ouverture, je pense que c'est Brett Herron qui a régalé, qui a été là aussi c'était une recrue de Biarritz qui a marqué un essai, qui a fait un très beau match, qui a été à droit au pied. Ouais, je pense Et là je qu'Urdapilleta est pense que pas loin c'était. en 10 aussi, mais en effet, Mm, voilà pour ce qu'on peut vous dire sur cette première journée de la Grande Mêlée. Voilà, c'est un petit truc qui nous fait kiffer. Ça apporte pas forcément grand-chose de vous le montrer, mais c'est un petit truc qui vous le fera kiffer. Ce sera un petit peu mm. un fil rouge et le petit bonus, la petite respiration tranquillement entre le sujet pro des deux top 14. Et voilà, là maintenant on va passer à des sujets un peu plus, on va dire sérieux, un peu plus d'actualité, comme on en a parlé ce week-end. 3 sujets, hop, je vais vous mettre en double cam, là il n'y a plus besoin de présentation. Euh, c'est évidemment on va commencer par quoi? On va commencer par les nouvelles règles. Je pense que voilà, pour rester un peu sur le côté terrain, les nouvelles règles, donc dont le 50-22 surtout, et le coup de pied de renvoi dans l'embut qui ont fait un peu parler, qui ont fait réagir ce week-end. Est-ce que tu veux nous présenter une de ces 2 règles ou alors je m'en occupe comme tu veux? C'est pas très compliqué au final, mais c'est vrai que c'est bien de les expliquer pour que tout le monde puisse comprendre. Euh,
Vas-y, Oh, je te laisse. le 50-22 est plus facile à expliquer parce que les touchés, les renvois dans but, c'est dans certains cas et tout. Donc, je vais vous expliquer. Le 50-22, c'est tout simple. Vous êtes dans votre camp, vous allez taper un coup de pied pour vous dégager. Mais le truc, c'est que si vous trouvez bon, faut la trouver indirecte, hein, parce que vous tapez hors de vos 22. Donc, si vous trouvez une touche en dehors des 22 indirects, le lancer va revenir à l'équipe adverse, là où le ballon est sorti. Mais si vous tapez de votre propre camp et que le ballon fait un rebond mais sort dans les 22 adverses, par exemple, à 15, vous tapez un coup de pied juste derrière votre ligne médiane, un rebond et le ballon sort à 15 mètres de l'embut adverse, et le lancer, il n'est pas pour l'adversaire, il est pour vous. Et bien sûr, donc ça, cette règle a été mise en place par Wall Rugby pour forcer les équipes à densifier leur couverture, leur deuxième et troisième rideau, pour mettre moins de monde sur la première ligne en défense et pour qu'il y ait donc plus d'espace pour les équipes attaquantes pour jouer. Donc voilà, c'est une règle. Je suis dubitatif, pas sur le sur le côté de la règle, mais c'est que, tout simplement, déjà, au rugby, c'est un sport où il y a de nombreuses règles très compliquées. On en a rajouté une. Voilà, et Donc voilà. n'hésitez pas d'ailleurs dans le chat à nous dire, nous on est curieux de votre réaction si vous avez bien aimé. Oui. Il y a eu quelques cas ce week-end en top 14, pas beaucoup. Mmh. Alors, pas beaucoup. Moi, ce que je craignais, c'est que Rarement, ouais, je pensais que ça allait, pardon, excuse-moi, mais je pense que tu en allais dire la même chose. non, mais je pensais que ça allait être beaucoup plus utilisé. Après, on voit du coup ce que cherche World Rugby et ça a marché selon moi, c'est que les défenses adverses du coup s'adaptent et mettent deux joueurs en repli défensif dans le troisième Mmh. rideau. Et c'est ce que cherche World Rugby, à avoir un peu plus d'espace dans les défenses pour que ce soit moins brutal, qu'il y ait plus d'espace, que ce soit aéré. D'ailleurs, on a vu au lieu de voir beaucoup de touches indirectes, ce qu'on a pu apercevoir, c'est beaucoup de coups de pied au centre du terrain justement pour faire bouger ces joueurs qui sont en troisième ligne sur les côtés. Donc voilà, c'est une adaptation à cette règle. Il y en a eu quelques-unes. On voit que les neufs, quand même, quand ils voient que c'est libéré, ils n'hésitent pas à la jouer. Effectivement, il y a eu des touches à 5 mètres du coup renversées. Et ce qui me fait un petit peu rire, c'est d'entendre les arbitres un petit peu communiquer entre eux et dire ouais, c'est la règle des 50-22 là. On sent que même eux, ils s'adaptent un petit peu à cette règle. Oui, c'est Et c'est normal. normal, c'est nouveau. Mmh. On leur jette pas du tout la pierre. C'est le petit clin d'œil aussi pour eux parce que chaque année ils doivent se réhabituer. Alors c'est l'une des deux grosses règles. Moi, j'aime bien, franchement. Je trouve que ça apporte une nouvelle chose et le fait que ça apporte de l'espace, voilà, ça peut créer peut-être plus de belles actions parce que mine de rien, des essais de 50 mètres, c'est quand même joli. Si on arrive à trouver des intervalles et tout ça. Moi, ça me plaît bien. Franchement, c'est une règle qui me plaît pas mal. Ça donne un avantage à l'attaque et un bon coup de pied. Ça a été très bien fait une fois à Castres. Je crois que c'est Dumora qui la trouve et c'est plutôt intéressant comment il la joue parce que c'est une sorte de redoublé avec une passe un peu dans le fond. Il voit qu'il y a l'ailier qui monte justement. Et dès qu'il voit ça, hop, on passe derrière pour Dumora et ça joue. On sent que c'est travaillé à l'entraînement. Et ça, c'est quand même c'est plaisant parce que c'est une règle où les clubs sont obligés de s'adapter et à la travailler parce que ça peut apporter, mine de rien, une touche à 5 mètres, ça peut faire une vraie différence. Mmh. Donc voilà, c'est assez intéressant. Puis la deuxième règle qui est un peu plus compliquée, mais on va essayer de la vulgariser simplement. Moi, j'avoue que je me suis écrit un petit texte sur cette règle parce que elle est pas évidente. Je Mais te en comprends, je gros, pense, hein. c'est une nouvelle règle sur les drops de renvoi dans l'embut selon des conditions. On dirait qu'on achète une voiture, il y a des conditions là pour le prêt ou pour avoir un prêt. Enfin, c'est un peu pareil. C'est lorsqu'un attaquant entre dans l'embut adverse sans aplatir ou commet un en avant dans cette zone, ou parce que il y a un nombre de cas assez impressionnant, où qu'un joueur aplatit dans son propre embut après un coup de pied offensif. Coup de pied offensif, évidemment, dans le jeu courant, pas de pénalité ou de drop. Donc voilà, et ça, euh, donc là, la reprise du jeu se fera par un drop euh, tapé par l'équipe défendante, du coup par l'équipe voilà, l'équipe défendante, hein, tout simplement, depuis Oui. sa ligne d'embut à l'endroit où a été tapé le ballon. C'est pas au milieu des poteaux comme on peut voir au rugby à 13, là c'est vraiment euh, au milieu, à l'endroit j'allais dire de la faute, mais à l'endroit de l'action où l'action s'est terminée. Donc si c'est en poteau de coin, ben, ce sera un renvoi, un drop de coin, du coup, voilà. Et petite attention pour les buteurs, c'est que ce drop doit faire au minimum 5 mètres. Voilà, mais on a bien vu que c'était plus 50 mètres qui visait
que 5 mètres, donc je pense que ça posera pas trop de problèmes. Après, c'est un peu comme pour les renvois de 22, certains voudront peut-être être filous. Donc voilà. C'est très risqué hein, de faire un Mais petit renvoi ah, comme ça devant son j'ai but. j'ai pas dit que c'était pas risqué, mais il y en a qui le tenteront peut-être, mais j'y crois pas non plus, hein, je te rassure. Euh, pour ça, cette règle, on l'a vu aussi en vigueur. Alors, moi, j'aime pas trop. Ça enlève des mêlées, ça j'aime. Je pense qu'on peut pas l'enlever, ça enlève de la mêlée, ça enlève du 4-5 minutes de temps de Oui. jeu perdu là sur une mêlée à 5 mètres importante où l'équipe défensive va faire esprit de tomber 2-3 fois pour fatiguer le pilier adverse avant de mettre un gros impact. Donc ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal, ça enlève la mêlée. Pour ça, c'est le point positif. Le point négatif, c'est que ça récompense pas une équipe qui attaque. Euh, c'est un peu, euh, c'est un peu parce que par exemple, une équipe qui va attaquer, alors c'est pour éviter les nombreux points de rencontre et les gros molles près de la ligne où les piliers s'envoient à 10 contre, enfin à 8 contre 8 pour ferrailler un petit peu comme des cochons là sur la ligne. Donc c'est pour éviter ça et pour éviter des blessures évidemment parce que c'est des zones de contact très brutales où même si les joueurs sont prêts, c'est très dangereux. Donc voilà, l'initiative de World Rugby, elle est pour ça. Mais du coup, par exemple, le joueur qui se fait un peu retourner dans l'embut alors qu'il vient de faire une belle action ou quoi, euh, bah, du coup, ça va mettre un coup de pied de renvoi et ils vont perdre 50 mètres, 40 mètres à peu près avec la relance, alors qu'ils étaient à 1 mètre de l'embut et que finalement, c'est pas. Des fois, il suffit d'un rien, quoi. Une main, voilà, il y a des cas où c'est un peu litigieux, des fois où l'arbitre peut pas voir, il va te dire avant il m'était mêlé à 5, là, ben, coup de pied de renvoi depuis son embut et tu perds 40 mètres. Donc, mine de rien, c'est quand même assez punitif pour l'équipe qui attaque, mais après. Pour des J'ai raisons de envie. sécurité évidentes, tout ça. Puis il y a plusieurs autres règles. On n'en parlera pas forcément des règles voilà, où il y a seulement 2 joueurs maintenant qui peuvent se lier pour foncer et plus faire une sorte de gros molle qui avance. Donc voilà, mais voilà, c'est assez punitif, moi je trouve, pour la défense. Mais dis-moi ce que tu voulais dire, Kenny. Bah, pour les deux règles principales, j'ai envie de dire que l'une contrebalance l'autre en fait. Que cette règle du renvoi depuis la ligne d'en but. D'ailleurs, il va falloir trouver un nom. On dit renvoi au 22, mais va falloir trouver un nom pour ce renvoi parce qu'il y en a qui disent Bah, renvoi renvoi de dans la le ligne de but. but, renvoi d'en but, ouais, on va appeler ça comme ça. Donc ce renvoi d'en but contrebalance un peu avec cette règle des 50-22 qui, elle, pour le coup avantage vraiment l'attaque. Exactement, mais voilà, c'est un petit peu le petit point vulgarisation de ces nouvelles règles On dites. espère que vous avez compris. Voilà, déjà, est-ce que vous avez compris? Sinon, on peut réexpliquer peut-être mieux. Mais surtout, voilà, qu'est-ce que vous en pensez aussi de cette nouvelle règle? De ces nouvelles règles, parce qu'il y en a plusieurs, évidemment. Ce serait pas drôle, sinon ce serait pas le rugby qu'on aime. Euh, c'est pas, tous les étés, il faut vraiment se réadapter, et même les arbitres, c'est Ouais. pas évident. Et puis même, voilà, de la configuration, c'est est-ce que c'est un joueur qui l'a Mm. rentré, est-ce que c'est le joueur attaquant ou est-ce que c'est le joueur défendant? Voilà, même les arbitres doivent s'adapter, et on a vu deux, trois cas où, encore une fois, il y a eu de la communication et de la vidéo pour... Ah, voilà, ça favorise de la vidéo par contre. Ouais, mais ça va encore. J'ai trouvé que sur cette première journée, ça a été pas mal. Les joueurs l'ont pas Oui. trop demandé. Enfin, je veux dire, ouais, il n'y a pas eu de polémique. Alors, il y a une question dans le chat. Comment elles sont décidées les règles? Debo, est-ce que tu parles des règles? Si tu parles des règles, elles sont décidées par un comité directeur qui les teste généralement sur des plus petits championnats ou des championnats qui acceptent de tester ces nouvelles règles. Notamment l'hémisphère sud est souvent un petit peu un Exactement. cas d'école qui essaye de nouvelles règles. Il y a encore des nouvelles règles, là, j'ai vu dans le Rugby Championship, il me semble, euh, qui sont C- Ces, testées. rè- ces règles de 50-22 et de renvoi depuis l'en-but, elles sont en vigueur depuis février-mars de cette année. Elles étaient présentes dans le Super Rugby néo-zélandais, dans le Super Rugby australien, et ensuite, quand ces deux Super Rugby ont fusionné, le Super Rugby Trans-Tasman, qu'ils appellent. Voilà, vraiment, ces règles sont présentes en fait depuis vraiment au grand public, parce que le Super Rugby a quand même de la vitrine, depuis donc février, mars, quelque chose comme ça. Voilà, après, il y a un comité directeur qui voit du coup par des chiffres, par des faits, tout simplement, si c'est mieux, s'il y a moins de blessures. Parce que souvent, les nouvelles règles, c'est quand même pour limiter le nombre de blessures, de commotions. C'est un vrai sujet très important dans le rugby moderne.
Donc voilà, c'est comme ça que c'est décidé. Puis quand la règle est bonne et que, entre guillemets, les compétiteurs l'acceptent, les joueurs, parce que c'est surtout à eux que ça parle, c'est eux qui sont sur le terrain, que les arbitres arrivent à la comprendre, à la faire expliquer et à la faire mettre en application pendant les matchs et que ça marche et que bah, effectivement le nombre de blessures ou le nombre d'impacts dans un match baisse, eh ben, Mm. faut pas, voilà, du coup, il la donne à tout le monde. Il la donne à tout le monde, il la globalise, cette règle. Et puis après, voilà, c'est comme ça que ça se fait. Une règle, c'est très long, hein, une nouvelle règle, c'est 2, 3 saisons enfin, au moins une saison de test entière dans des championnats plus petits. Évidemment, tu pas des règles sur un match du 15 de France ou du top 14. Mais voilà, après, c'est les championnats qui décident de les tester ou pas aussi. Des fois, c'est en catégorie espoir en France aussi, où il y a pas mal Mm. de nouvelles règles. Donc voilà, c'est comme ça que c'est fait une nouvelle règle. On a parlé un petit peu des nouvelles règles. Je te propose de parler un sujet, une intervention du sélectionneur de l'équipe de France, Fabien Galtier, dans le canal Rugby Club, qui a fait, enfin, parler dans le bon sens du terme, justement, sur la façon de préparer les joueurs, que ce soit à l'extérieur, aux médias, aux réseaux, et aussi de sa vision du jeu et sa vision voilà, du 15 de France et de comment il entend faire jouer son équipe. Il a été très franc, très plaisant à écouter. C'est rare d'avoir un sélectionneur aussi éloquent, j'ai envie de dire, dans une interview comme ça, où d'habitude c'est un peu formaté et tout. Là, il a été vraiment très bien. Et je vais te Et laisser t'en parler parce que je sais que c'est toi qui l'as surtout vu, c'est toi qui me l'avais signalé même. Moi, je n'étais pas en train de regarder l'émission, je l'ai regardé en replay. Mais du coup, voilà, je te laisse en parler. C'est surtout très intéressant de voir que Fabien Galtier peut dire des trucs intéressants. Parce que franchement, Fabien Galtier est quand même un très très bon Euh, communicant. Il sait c'est la très très première, bien manier la langue j'annonce, de c'est bois. la première, la dernière de l'émission. On va devoir couper. Et il nous veut des problèmes, Kenny, apparemment. Non, mais non, il faut quand même le dire. Il faut quand même le dire. Fabien Galtier, devant les micros, c'est quand même très très bien. Je pense que Cécile Gray, des fois, après des interviews, reste pantoise quand même, hein. Ce que j'allais dire, c'est surtout les conférences de presse d'avant-match, Mm. enfin tout ce qui est autour d'un match, la mi-temps, l'avant-match, l'après-match, où C'est bête pour une fois, il est pas très fort. pour une fois qu'il disait un truc intéressant, c'était sur Canal et pas sur France Télé. C'est dommage. Mais non, alors, ce qui a été très intéressant, donc bien sûr, on est longtemps revenu sur cette tournée en Australie, qui a été, on le rappelle, hein, historique. La France est arrivée avec un groupe bis, voire terre. Et bah, notamment, on perd la série en 2 matchs à 1, mais on perd les 2 matchs de 2 et 3 points, il me semble. Et on gagne donc celui que les Bleus gagnent, donc de 2 points. Première victoire française en Australie depuis 31 ans. Rendez-vous compte, 31 ans, c'est une éternité. On n'était même pas nés, nous, on parlait même pas de nous. Et c'était quand même, ça a quand même été un tournant. Et on se dit quand même que le rugby français est un énorme réservoir. Moi, ce que j'ai vraiment trouvé intéressant dans les propos de Fabien Galtier, il a raconté les coulisses de cette tournée. D'abord, comment ils ont appelé les joueurs. Faut quand même savoir que ça s'est fait dans la nuit des demi-finales. Petite Donc, nuit. petite nuit des demi-finales, à 3 heures du matin, le staff de l'équipe de France appelait à tour de bras, notamment les joueurs qui avaient perdu la demi-finale, donc des joueurs du Racing et de Bordeaux-Bègles. Moi, ce qui m'a touché, c'est avec Loukou, hein, avec Maxime Loukou. Il appelle Maxime Loukou pour lui dire qu'il est pris, et Maxime Loukou, en pleurs, lui annonce qu'il est forfait. Donc voilà, c'est déjà assez dur. Donc ça vous prive d'un joueur en plus. Finalement, Teddy Ribaren fera partie de cette tournée. Ça a vraiment été un énorme casse-tête pour le 15 de France, donc qui a dû aller chercher en Pro D2. La convocation de Melvin Jaminet était une évidence pour Fabien Galtier, au vu des performances que l'arrière perpignanais avait réalisées tout au long de la saison. Donc voilà, c'était une évidence. Certes, c'est un joueur de Pro D2, mais qui était tellement au-dessus du lot, et on ne peut pas lui donner tort sur le choix de Fabien Galtier et du staff, parce que franchement, Melvin Jaminet avait fait une énorme saison. Et ce que j'ai trouvé aussi intéressant, donc c'est l'approche de tous ces matchs. Évidemment, le groupe France avait été considérablement chamboulé. Il a fallu recréer un collectif.
Et donc le staff du 15 de France a essayé tout simplement en quelques semaines de recréer un collectif. Les premiers matchs de l'équipe de France étaient mi-juillet, donc ouais, tout ça s'est fait en 3 semaines, 15 jours. Il faut savoir quand même que les Bleus ont dû respecter une quatorzaine à leur arrivée en Australie, donc tout ne s'est pas fait immédiatement, hein. C'est pas on descend de l'avion et hop, on s'entraîne l'après-midi comme c'était le cas avant. Maintenant, il fallait quand même attendre. Donc voilà, la préparation a été très intéressante pour le 15 de France. On y apprend quand même que Frédéric Michalak, qui était un peu dans un rôle de superviseur, il était là avec Ouais, un le 15 de consultant. France durant la tournée en consultant, a Consultant eu technique, ouais. pondérant, et je ne pensais pas que c'était à ce point-là. Mais il a quand même eu un rôle prépondérant, notamment aux côtés de tous ces jeunes joueurs. Il faut dire qu'il me semble qu'il y avait plus de 20 joueurs, si je ne me trompe pas, c'est 21 joueurs avec 0 sélection. C'est ça. Imaginez-vous, c'est 4 sélections de moyenne si on met tout à la proportionnelle. En face de ça, vous aviez les Australiens qui, depuis la Coupe du Monde, ont quand même une ossature solide. Le collectif, pas super, mais l'ossature, mais les joueurs restent quasiment les mêmes. Et voilà, c'est quand même assez dingue le peu de travail, enfin, l'énormité de travail abattu sur un si petit laps de temps. Et donc voilà, donc ce rôle de Frédéric Michalak en tant que consultant, voilà, pour aider un peu les joueurs à s'acclimater et voilà, un peu recréer cette ambiance 15 de France. Une ambiance 15 de France, d'ailleurs, c'est dingue, mais quand on dirait qu'il est habité. On dirait qu'il est habité parce qu'il y a une ambiance 15 de France, il y a un cadre 15 de France Ben à justement, respecter. je te propose qu'on écoute Fabien Galtier. C'était au CRC. Voilà, sur ce qu'il a dit justement à propos de cette identité 15 de France et ce French flair. Comment, Merci. comment faire que cette équipe de France soit compétitive rapidement. Et donc d'abord, on s'est attaché à des choses simples, hein. C'est quoi les qualités du joueur de rugby français? On a pris on a regardé, on a étudié. Même quand l'équipe de France gagnait peu, c'était l'équipe qui franchissait le plus. Donc franchissement, ça veut dire le French flair. Le French flair. Deux, toutes les grosses performances qu'on a fait, ici il y a 2 grands joueurs qui sont présents, à un moment donné, l'instinct grégaire. On est des Gaulois. On est la seule nation latine à matcher avec les anglo-saxons. Il ne faut pas leur courir après. Trop longtemps, c'est notre avis, on a essayé de les copier. Et nous, on a décidé, on va faire à notre façon. Donc, la méthode qu'on a construite, c'est notre façon, et pas essayer de copier les autres. Et donc, on coupe à travers champ, et on travaille des choses simples, d'accord? En attaque, on cherche l'espace. C'est simple, le projet de jeu, c'est l'espace. Et en défense, on cherche les hommes. À partir de là, au milieu, ce qui est le plus important, et ce qui permet à ce niveau de matcher, c'est l'énergie. Donc tout ce qu'on fait pendant 6 jours, c'est pour que les joueurs arrivent à le maximum d'énergie sur le match, sur le rendez-vous, le maximum de confiance pour renverser tous les adversaires qui se proposent à nous. Pour le moment, on a réussi. Je pense qu'on peut faire encore mieux. Et notre méthode qui est, en fait, les compétitions nous ont obligés aussi à évoluer. C'est-à-dire que au départ, on avait basé, moi j'estimais qu'il fallait qu'on arrive avec une équipe en 2023 à peu près de 28 ans et 50 sélections. On est tous passés par là. C'est là où on joue le meilleur rugby. Plus une grosse expérience collective, c'est-à-dire beaucoup de vécu ensemble, beaucoup de chaos. Le niveau international, c'est le chaos. Donc il faut vivre le chaos ensemble pour savoir comment on peut le gérer émotionnellement, de manière analytique et puis aussi sur le plan du rugby. Donc voilà, merci déjà à Canal Plus pour cette super interview parce que voilà, si on en parle, c'est aussi parce que elle a été forcément très bonne. Donc Mm. là, ça a été bien géré. Alors je sais pas si ça a été vu en amont et tout, j'imagine que oui, mais en tout cas un sélectionneur qui avait rarement si bien et qui est rentré dans une construction d'équipe qui est enfin une construction voilà de paroles pour bien nous expliquer voilà pour lui aussi du coup il a un peu vulgarisé ce terme voilà qu'on attend d'esprit d'équipe voilà de French flair et clairement c'est un peu ce qu'on attend des Français et on l'a retrouvé en Australie donc c'était ultra sympa. Il parle aussi, il se projette évidemment sur la Coupe du Monde 2023 et plus loin. Il a nommé 9 joueurs qui pourraient intégrer le staff, pardon, l'effectif à l'avenir jusqu'à la Coupe du Monde. Il pense avoir 9 nouveaux joueurs là déjà qui pourraient tester. Il a dit plus une ovni parce qu'il a dit qu'il y en avait une par an. Il a cité Momo Awas il y a 3 ans.
Gabin Villiers il y a 2 ans, l'année dernière évidemment Melvin Jaminet qu'il a pu tester. Et donc là, il s'attend toujours, il a dit sur le plateau, à avoir une ou deux ovnis en plus. Mais donc voilà, c'était ultra intéressant comme interview et on a appris plein de choses, que ce soit sur la conception d'un groupe, sur comment le faire jouer. Voilà, il a une vision de comment il veut voir l'équipe de France jouer et il a l'air de l'appliquer et ça a l'air de plutôt fédérer les joueurs pour l'instant. Donc c'est ultra intéressant. Mais ce qui est dingue, c'est que le sens du détail, c'est incroyable. Il vient vous dire qu'il faut tant de sélections et tel âge pour être à votre meilleur niveau. Mais sauf que le truc, mais c'est que ça, le staff ne l'invente pas comme ça. Il étudie ce chiffre de 28 ans et je ne sais plus combien le nombre de sélections, 23 sélections, un truc comme ça. Ouais, plus de Euh, 20 sélections. Ouais. Plus de 20 sélections de moyenne. Ce ne sont pas des chiffres sortis au hasard. C'est que ça a été vraiment étudié. On est laissé au hasard, même les détails les plus inimaginables. On n'y penserait pas, mais franchement, rien n'est laissé au hasard. C'est très, très minutieux. Et voilà, je ne connais pas une équipe nationale qui abat ce travail-là d'analyse, non seulement de l'adversaire, mais là, surtout, c'est une analyse des hommes qu'il y a à la disposition. C'est des hommes, des moyens, enfin, tout est pris en compte et c'est impressionnant l'analyse à avoir et tout, l'œil qu'il faut pour voilà, en déduire tout ça. C'est assez dingue, rien n'est laissé au hasard. Et espérons que ce soit la recette pour 2023. Et juste, je voulais signaler aussi que durant cette tournée en Australie, et même un peu avant, il y a des réunions. Alors, il a donné un nom à ces réunions, parce qu'apparemment, Frédéric Michalak en avait été témoin, où le staff et les joueurs regardent ce qui se dit dans les médias et sur les réseaux sociaux. Et ça, je trouve ça super. Ah, Super bien sûr. parce que on sait que les réseaux sociaux et les médias peuvent affecter des sportifs, des joueurs. Le principal exemple est dans le foot, bien évidemment. Mais là, voilà, on regarde ce que les médias, on regarde ce qui se dit sur les réseaux sociaux, même les tweetos anonymes qui parfois pourraient insulter, voilà, parce que c'est sous couvert d'anonymat. Mais voilà, ça aussi, on regarde, c'est voilà, c'est avoir, on essaie de détacher un peu les joueurs des médias, mais tout en leur montrant, mais ça, tu vois, ok, voilà, tu as ça. Essaie de t'en détacher ou sinon, voilà, voir les principaux points. C'est vraiment un management des réseaux sociaux et ça, je trouve ça tout simplement super. Encore une fois, c'est pour sécuriser les joueurs. On les garde dans une bulle, mais tout en les tenant au courant de ce qui se dit sur eux. Enfin, voilà, c'est assez complexe à expliquer. Et franchement, pour ceux voilà, qui ont l'application, qui ont réécouté en entier, Fabien Galtier était sur le plateau pendant une grosse heure. Tout ce qui a été dit est ultra intéressant. C'est pour ça que ça m'a vraiment étonné, parce que franchement, un Fabien Galtier aussi intéressant, aussi précis dans cette analyse et dans cette explication, notamment autour de la tournée de l'Australie. Franchement, c'était ultra intéressant. J'ai rarement vu une interview aussi intéressante que ça. Tout thème confondu. Franchement, c'est pour nous qui aimons le rugby et tout, avoir appris tout ça, les coulisses et tout, c'était franchement enrichissant et c'était vraiment cool à entendre. Je sais pas toi et je sais pas ceux qui ont regardé Non, dans le si, chat, si, mais mais moi, franchement, c'est pour excellent. revenir un peu sur le côté média, tout lire, tout savoir et en parler avec les joueurs, je trouve ça, ben, alors vraiment, pour le coup, énorme déjà de le dévoiler, de le dire. Oui, c'est vrai. Et d'en parler avec les joueurs comme ça, il prend l'exemple de Melvin Jaminet qui apparemment avait fait un peu parler sur un des matchs où il n'avait pas été aussi performant qu'on l'attendait et qui pensait qu'il allait plus jouer. La Et, bourde, la bourde du premier test exactement, en fin de match. exactement. Et il pensait qu'il allait plus jouer, voilà, qu'il allait un peu être mis hors du groupe. Peut-être que c'est ce qu'il a l'habitude dans son club, mais là, j'ai aimé l'attitude de Fabien Galtier qui raconte. Je suis allé voir Melvin, il m'a dit bon ben tant pis, je jouerai plus. Il m'a dit si tu seras titulaire et en plus tu buteras parce que tu es à 100% et voilà, il redonne de la confiance. Moi je trouve que pour le coup Fabien Galtier, alors peut-être pas sur un club de top 14, mais pour une sélection comme ça, c'est un meneur d'hommes et on sait que ça s'est plutôt mal passé dans des clubs où il a pu passer, mais peut-être que voilà, sur des séquences aussi courtes, où c'est maximum 4 mois pour une Coupe du Monde et 2 mois et demi pour le 6 Nations, 3 mois pour le 6 Nations, on va dire, 2 mois et demi, 3 mois pour le 6 Nations et 2 mois pour un gros mois, on va dire, pour novembre, pour les tests de novembre. Voilà, c'est des petits laps de temps où tu passes en bulle dans une équipe
et il arrive à trouver un management où pour l'instant les joueurs sont clairement d'accord avec ce projet, sont impliqués. La Coupe du Monde en 2023 en France, ça aide forcément. Mais évidemment, on a vu plein de promesses pour l'instant et on attend de voir. Et en novembre, on sera forcément curieux de ce qu'il va y avoir. Alors, Alors, juste un vas-y. dernier truc, au-delà du meneur d'homme, moi j'ai plus l'impression que plus qu'un meneur, il arrive à habiter les joueurs. Les joueurs, quand ils parlent du projet du 15 de France, ils sont habités tout autant que les Fabien Galtier quand ils parlent de ce groupe France. C'est incroyable la capacité à transcender les joueurs. On a l'impression que Fabien Galtier est un hypnotiseur, il hypnotise les joueurs et il dit tu feras ça, le projet c'est ça et tout, et que le joueur il est ouais, 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 ok, je vais faire tout ce que tu me dis. C'est assez incroyable l'emprise qu'a Fabien Galtier sur les gars de l'équipe, sur les joueurs de l'équipe de France. C'est assez fou. Plus que meneur d'homme, il arrive à habiter. Les joueurs sont habités par ça. On a rarement vu ça. Franchement, on a rarement vu ça. Exactement. Bon, on va passer au sujet qui a fait un peu polémique ce week-end. Là, il y a forcément pas de transition. On a hésité à en parler ou pas, mais je pense que si on parle d'actualité du rugby, ben, on est obligé de passer par Mm. cette case-là. Et malheureusement, c'est cette affaire de racisme qui a touché le match entre Provence et Nevers. Alors c'est un sujet très grave qu'on n'aime pas en parler en tant qu'amoureux du rugby, qu'on soit journaliste, supporter, juste suiveur de ce sport. Et ben voilà, c'est des choses qu'on veut pas entendre, qu'on veut pas voir. Alors, on relayera pas les propos tenus sur le terrain. On les a vus dans les médias partout. Je pense que ça sert à rien de les répéter. Ça n'apportera rien de toute façon. Nous, en tout cas, c'est la décision qu'on a prise avec Eni, c'est de ne pas relayer ces propos parce que ça nous servira à rien. De toute façon, ça apportera rien. C'est des insultes racistes, ouais, très graves, discriminatoires sur un joueur. Ou un joueur qui joue au rugby, alors il a beau être black, il pourrait être n'importe quoi, il a le droit de jouer au rugby comme tout le monde. Et voilà, du coup, pour vous raconter un petit peu les faits, pour vous raconter cette histoire, ça s'est passé ce week-end, vendredi soir, du coup, dans le match entre Provence et Nevers. C'est un joueur de Nevers, Christian Ambadiang, qui a été victime d'insultes racistes de la part d'un joueur adverse. C'est un fait, comme j'ai dit, qui est très grave et qui a évidemment fait parler et coulé beaucoup d'encre ce week-end, que ce soit sur les réseaux ou dans les médias. Euh, c'est le joueur lui-même qui a déclaré ça, pas par micro, mais par ses réseaux sociaux. Il a déclaré avoir été victime, qu'il en avait d'abord parlé à ses coéquipiers, à son coach, enfin à son staff, puis à son président avant de prendre la décision de le publier publiquement, parce qu'évidemment, il savait les conséquences qu'allait avoir, j'allais dire un tel geste, mais c'est pas lui qui a eu ce geste-là. Lui, il a fait juste que relayer une information qui est très grave. Euh, dans un premier temps, on n'a pas eu le nom de celui qui a commis ces faits. On l'a eu dans un deuxième temps, donc sans les noms déjà ça fait beaucoup parler. Entre-temps, la LNR et Provence Rugby ont sorti un communiqué disant qu'évidemment ils allaient mettre tout en œuvre euh, pour recevoir le joueur déjà et prendre les mesures qui s'imposaient à cette action qui est extrêmement grave, je préfère le dire plein de fois parce que c'est très important de rappeler ça. Euh, Qu'on ne veut pas voir ça dans un terrain de rugby, que ce soit en quatrième série comme en professionnel, ni en international, ça devrait être interdit. Puis c'est interdit, de toute façon, ça, c'est pas ça devrait, c'est interdit. Euh, donc voilà qu'ils allaient prendre toutes les mesures nécessaires, que ce soit l'ALNR et Provence Rugby se sont rapidement positionnés. Dès le samedi matin, il y a eu un communiqué. Dès que ça a fait commencer à parler, le communiqué était prêt évidemment. Euh, et hier, en fin de matinée, le joueur, du coup, fautif de ces graves propos, Ludovic Radosavljevic, le demi de mêlée de 32 ans de Aix-en-Provence, qui a eu une grande carrière, hein, qui est passé par Castres, par Clermont, voilà, qui a commis, j'ai presque envie de dire, l'irréparable sur des faits comme ça. Je te laisserai la parole après, mais voilà, il s'est excusé publiquement sur son Instagram, sur ses réseaux sociaux. Des excuses que je vais lire parce que c'est pas des mots qu'on peut interpréter. Et il a mis suite à un enchaînement dans un contexte de match tendu. Mes mots ont dépassé ma pensée. Je mesure la gravité de mes actes et j'en prends l'entière responsabilité en m'excusant auprès de toutes les personnes que cela a pu choquer. Cela ne fait pas partie de mes valeurs ni de celles que je transmets à mes enfants. Je reste un humain qui fait des erreurs et qui apprend de celles-ci. Depuis encore hier soir, la LNR et la FFR
on saisit la commission de discipline qui va statuer du coup sur le sort et la sanction à donner à Ludo Rado. Euh, et donc voilà, il pourrait être lourdement sanctionné évidemment. On attend d'ailleurs, je pense, des lourdes sanctions. Je vais te laisser parler de ce sujet, Kenny, mais n'hésitez pas dans le chat à dire ce que vous pensez des sanctions qu'il risque d'avoir. Alors, on attend une décision mercredi ou jeudi. Logiquement, les décisions du comité de commission de discipline, c'est le mercredi. Donc, on attend peut-être dans ce comité directeur-là une décision. Peut-être ça se prendra plus de temps, mais logiquement, on devrait avoir cette réponse dans la semaine. Voilà, c'est des faits qui ont été très graves. Comme on a dit, on ne relayera pas les propos de Ludovic Radosavljevic qui sont très graves, mais voilà. Je sais pas ce que tu veux en dire. Moi, j'ai juste une chose à dire, c'est que j'étais assez surpris en apprenant le nom du joueur qui avait pu dire ça. Voilà, ça m'a surpris que ce soit Rado qui ait pu dire ça en tant que supporter castré. Là, je me place plus en tant que journaliste, mais en tant que supporter. On l'a pu le côtoyer. C'est quelqu'un qui avait, enfin, je veux pas salir son nom, mais qui a l'air d'avoir des valeurs honnêtes. À Castres, on a pu le voir avec sa famille. Il a l'air de vouloir inculquer des bonnes valeurs à sa famille. Alors, c'est peut-être un dérapage, il l'a pas contrôlé, mais c'est extrêmement grave sur un terrain de rugby. On veut pas voir ça, c'est à bannir évidemment. Et voilà, certes, ça lie son nom et tout, mais voilà, je te laisse la parole. Mais voilà, c'est des faits extrêmement graves. On est obligé d'en parler ce soir. Oui, évidemment, c'est grave et c'est encore plus grave. Moi, en effet, on a appris hier matin l'identité, après, voilà, on n'est pas là non plus pour faire, le procès de Ludovic, Non, il y aura une Radosavljevic. commission qui va s'en Exactement, occuper. c'est pas notre rôle, mais c'est vrai que c'est dommage, je m'attendais vraiment pas à ce joueur-là. Radosavljevic, c'est un joueur d'expérience, il a 32 ans, il a été champion de France. Voilà, il a eu une belle carrière et tout et franchement, avoir dérapé comme ça, c'est horrible. Mais c'est horrible pour lui, voilà, je pense qu'il passe pas des très bons moments en ce moment non plus. Mais c'est vrai que ces propos-là n'ont vraiment pas, leur place dans le rugby. On a déjà assez de problèmes dans le sport. C'est vrai Enfin, on en entend moins se parler dans le rugby, c'est un peu moins médiatisé. d'ailleurs, on parle de rugby là parce que c'est effectivement le sujet de l'émission, mais c'est dans tous les sports qu'on doit pas avoir ça. Hein. Je préfère le Oui, non, mais oui, préciser. oui, non, mais oui, c'est une évidence, mais même c'est puni par la loi, hein, le racisme de toute façon. Donc déjà c'est au-delà. Là, on n'est même plus dans le sport. Là, on est dans le civil. On est dans quelque chose d'encore plus fort. Mais voilà, ouais, on veut pas voir ça et franchement, sur le terrain, vous voulez insulter, il y a plein d'autres insultes. C'est vrai qu'être allé sur ce terrain-là, c'est vraiment regrettable pour un joueur comme le Enfin, demi-mêlée c'est regrettable Aixoua, pour tous les mais joueurs, mais c'est vrai que après pour le contexte d'un match, voilà, je prends évidemment pas sa défense, mais il met un enchaînement de scènes tendues un petit peu dans le match. et on se doute, Euh, on se doute on se doute on de ce sait qui a très été bien que fait. dans C'est ce pas gratuit. moment-là, je veux C'est dire, pas gratuit. en ce moment, à ces moments-là de match, dans des matchs tendus, il y a Mm. forcément des insultes qui partent. On a joué tous les deux en amateur plus qu'en professionnel, j'imagine, et encore que, je pense qu'on serait surpris, mais les insultes volent partout sur un terrain, Mais d'ailleurs que oui. ce soit tendu ou pas. Euh, donc voilà, c'est pas étonnant d'avoir des insultes, mais après, à caractère racial, ben ça, c'est défendu par la loi, tout simplement. Tu as raison de le préciser, Kenny. Alors, pour l'instant, on n'a pas entendu que le joueur portait plainte, donc ça va rester peut-être sur le rayon du rugby. Et je pense que c'est bien que ça en reste sur du rayon de rugby. Ça a déjà Oui, fait pas oui. mal de bruit. On va attendre sa sanction tranquillement. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter à ce Non, sujet. non, mais juste que oui, normalement, on est tout souvent les décisions des commissions de discipline, c'est le mercredi soir. La LNR le publie, par exemple, sur son compte Twitter. Donc peut-être que mercredi soir, réponse, mais pour le truc d'attendre, non, je pense que la sanction, il faut qu'elle soit prise maintenant pour éviter que cette affaire ne perdure. Elle fait déjà tâche depuis vendredi soir. Évitons qu'elle perdure. Il faut une sanction immédiate. La LNR, et je pense aussi en coordination avec les clubs et tout, voilà, on va mettre une sanction sera mise en place pour Ludo Radosavljevic. Et on verra bien, mais c'est dommage. C'est dommage. Voilà, Ce qui est surprenant, on c'est se que doute qu'il ça n'a vient pas fait exprès, quoi.
Non, ce qui est dommage, c'est que ça vient d'un joueur d'expérience. Moi, j'attendais plutôt un jeune joueur. Oui, voilà, On va c'est pas ça, se moi mentir. aussi. J'ai vraiment été surpris En quand j'ai n'ayant pas vu le vu nom le match, donc de. je me suis dit c'est peut-être voilà, un jeune joueur qui a dérapé. Ça surprend vraiment quand ça vient d'un homme de 32 ans, père de famille. C'est ça Exactement. qui est vraiment décevant quand tu veux éduquer des enfants. Ben, enfin, déjà, même quand t'as pas d'enfants, faut pas le faire, mais encore moins quand t'as des enfants, c'est du respect tout simplement et de l'acceptation d'autrui, quoi. Et donc ça doit pas se faire sur ça. Voilà, je pense on a tout dit sur ce sujet, il n'y a pas grand-chose à Mm. rajouter. Euh, des sanctions soit en duel vont être très lourdes, évidemment. On ne parle pas d'un match de suspension. Non, Certains j'en ai parlent bien peur, hein. d'un bannissement à vie. D'autres parlent d'un an de suspension. Peut-être plus, peut-être moins. On verra ce que décide. De toute façon, on n'est pas dans le comité, on peut pas le savoir ce que va décider. C'est pour moi la première fois, j'ai pas souvenir de récemment en tout cas, d'une affaire comme ça à haut niveau de racisme. Mm. C'est la première fois que j'entends ça. Alors il y aura peut-être une sanction qui sera euh, pour l'exemple. Euh, c'est peut-être ce qui peut gagner, mais en tout cas, malheureusement pour lui, je pense qu'on le reverra pas. Enfin, malheureusement, c'est sa faute et rien que sa faute, mais on devrait pas le revoir rapidement sur les terrains. Comme tu l'as dit, c'est la première fois qu'on a un tel cas de figure, donc c'est vrai qu'on ne sait pas trop à quelles sanctions s'attendre. Donc on verra bien demain Évidemment. soir. J'espère qu'on aura la décision demain soir. Franchement, le principal, comme j'ai dit, c'est que cette affaire ne court pas dans le temps. Voilà, il faut une décision pour clore cette affaire tout de suite. Pas la passer sous silence, je dis bien la clore, qu'on soit bien d'accord. Et que voilà, que l'on passe à autre chose parce que voilà, le rugby doit revenir et on veut plus de ça. Ça c'est sûr, Voilà. on veut Et plus de ça à évidemment, l'avenir. évidemment, la FFR, la LNR se sont réunis. Il y a déjà eu des réunions où entre guillemets peut-être que il y aura des actions mises en place aussi dans les clubs pour sensibiliser à tout acte de discrimination parce que évidemment on parle de racisme mais il y a le handicap, la grossophobie, il peut y avoir plein de choses. Oui. Voilà, le rugby c'est un sport où entre guillemets tout le monde se mélange, ça a toujours été comme ça, c'est des valeurs qui sont véhiculées par ce sport et il faut que ça reste comme ça. Mm. Surtout que ce soit sur toutes sortes de différences. Faut que voilà, l'acceptation de tous, c'est vraiment une valeur du rugby. Il faut que ça reste comme ça. C'est un petit peu moralisateur entre guillemets, mais c'est vrai que c'est le rugby et on espère en tout cas que c'est un acte qui restera isolé et que d'autres affaires comme ça ne seront pas ou même à Agen. Oui, Greg, malheureusement, je pense que du racisme et des mauvaises choses, il y en a partout. Oui, Euh, oui. mais, euh, mais voilà, du coup, voilà, je pense on va clore ce chapitre maintenant et on va passer sur une petite touche un petit peu de bonne humeur. On en a parlé, c'était un peu notre fil rouge tout au long Oh, de. c'était Enfin, le tien, hein. c'est le mien depuis la semaine dernière, mais c'est notre fil rouge un peu aussi de cette semaine. C'est le retour du public dans les stades. Je sais pas, je te laisse la parole parce que moi j'en ai beaucoup parlé, mais c'est différent un match de rugby avec du public dans le stade. Moi, personnellement, Biarritz UBB, premier match de championnat, à la télé, j'ai l'impression que c'était un autre match. Ah, Que j'avais pas vu un match de rugby comme ça, pour m'expliquer, depuis du coup le premier confinement. J'ai été presque surpris. bah ouais, maintenant on se remet à voir des actions où les joueurs continuent de jouer alors que l'arbitre est 50 mètres devant et qui siffle et qu'il n'arrête pas de siffler comme un demeuré. Et non, on n'entend pas parce que le public est revenu, parce que le public est de retour, parce que ça chante. Moi franchement, moi ce qui me fait plaisir, c'est de. J'associe les tribunes de rugby aux bandas. Et ça, moi, ça, voilà, c'est indissociable. Les bandas, les tribunes, et voilà, on a ces airs à chaque fois durant tous les matchs, sur une bonne partie du match. Donc, faut quand même avoir le souffle, faut être prêt avant le match. Mais non, mais ouais, c'est super de réentendre ces ambiances. L'ambiance à Marseille. Donc, je ne sais pas si Eric Bail a employé le mot ambiance de phase finale dans les 5 premières minutes de la rencontre. J'ai pas entendu. C'est Mais, dommage parce on l'avait parié, faut le dire. Voilà, c'est ça, c'est pour ça. mais ça en était une. Voilà, en plus le public là-bas est formidable. À Brive aussi, franchement, c'était énorme.
Et mon Dieu, qu'est-ce qu'on a entendu 3 cafés gourmands, parce que belle victoire à Brivis, donc Je l'avais annoncé qu'on allait l'entendre. c'est ça, on l'a entendu à boucle. Et non, mais c'est super. Mais qu'est-ce que ça fait du bien, l'ambiance à Toulon, voilà. Là aussi, il y a eu Canal+ a passé un sujet dans les coulisses, en inside, avec des supporters toulonnais le jour du match. C'est voilà, ils avaient même la peur de mal faire parce que voilà, ils étaient stressés de revenir et tout, et ils avaient peur de décevoir. Mais bon, voilà, je pense que les joueurs ne pouvaient pas du tout être déçus. Pour les joueurs aussi, beaucoup l'ont dit, ils l'ont quasiment tous dit en interview, ça fait du bien, et même quand tu es à l'extérieur, même quand tu n'es pas. Bah, ça fait juste du bien d'avoir du bruit, d'avoir une ambiance de stade du rugby, d'avoir voilà, cette ambiance rugby. Et non, franchement, c'est un plaisir. C'est un plaisir. Et maintenant, espérons qu'on ne revoit plus ces tribunes vides, parce que ça a été lourd. Le seul truc qui était sympa, c'est d'entendre les coachs râler, c'est entendre Urios avec son accent gueuler à chaque fois sur le bord du terrain. Et des fois, c'était drôle, mais à un moment, on en avait marre parce que quand même, on veut le retour, on voulait le retour du public. Et voilà, super plaisant. Et voilà. Et maintenant, il faut que ça redevienne une habitude. Voilà, c'est pas encore redevenu une habitude, donc le week-end prochain, on va encore en parler, on va encore se dire c'est énorme et tout. Voilà, dans un mois, ça se sera peut-être calmé, mais en tout cas, les supporters sont heureux. Ça fait aussi plaisir de revoir des sourires dans les tribunes. Et voilà, certains sans le masque, hein, mais Ça, voilà, c'est pas bien. franchement, ça fait. Alors après, j'ai un peu de mal à comprendre si. Enfin, après, voilà, c'est vrai que les publics, masques ou pas masques, aux États-Unis, c'est à peu près la même chose. Donc, je sais pas trop. Mais non, mais ça fait plaisir, c'est cool, ambiance rugby, et voilà. Et que la fête, franchement, que la fête continue. C'est ça, bah, je pense qu'il y a pas grand-chose à rajouter. Ce qui m'a étonné, c'est de voir des tribunes des fois pas pleines dans certains stades, Castres, Agen, des matchs que j'ai pu regarder. Euh, quand on voit l'attente, alors c'est peut-être des grands stades, mais en plus Agen a une tribune de Il y a une moins. tribune rasée, donc après, on peut mettre Je des gens hein, sur les débris, mais c'est suis, je dangereux. suis, je suis un petit peu déçu parce que c'est des clubs en plus qu'on de la Ferreur, mais hormis ça, ou entre guillemets, j'ai remarqué, ça m'a un peu étonné de ne pas voir des stades combles. Mais après, évidemment, suivant l'heure et tout, des fois c'est pas facile de remplir. Mais voilà, c'était le petit clin d'œil sympa et on est très content d'ailleurs de ça, de ce retour dans les tribunes. Moi, dès dimanche, je retourne, voilà, habitant à Toulouse. Voilà, avec quelques copains, on va aller voir le match. Je suis pas supporter de Toulouse, mais juste retourner dans un stade, et ben, Ouais, mais tu vois, retourner c'est dans ça. un stade, voir un beau match. Mais c'est ça que Euh, ça veut dire. Ça nous a manqué pendant 2 ans et on va pas réfléchir. Enfin, moi, en tant que supporter de Castres, ben, j'hésite pas à aller à Toulouse, profiter d'une bonne soirée avec les copains et aller regarder un match. La seule différence maintenant, finalement, avec le bruit, c'est les journalistes qui, en tribune de presse, vont moins bien entendre les entraîneurs et pourront moins dévoiler des petits secrets de vestiaire, j'allais dire, entre guillemets. C'est Euh, vrai. C'est vrai mais qu'ils en avaient pris l'habitude. mais c'était pas la plus mauvaise des habitudes, on a eu la chance de connaître ça. Non, non. Quand t'es journaliste et que t'aimes bien, t'as plus d'infos, t'as plus de choses à raconter. Mais voilà, ça c'était pour le petit clin d'œil à nos compères et nos amis journalistes qui retrouvent aussi le public. Et mine de rien, même quand t'es journaliste, c'est que t'aimes le sport et t'es content de Mm. retrouver du public. Et on a été aussi content du coup de faire cette première émission. Elle touche à sa fin. C'est une belle 1 heure et demie passée ensemble à parler de Top 14, Pro D2, de toute l'actualité qui a fait la vie, on va dire, du monde de l'Ovalie. Ce récap Ovalie première version a été une belle réussite. Moi, j'étais très content. Je te laisse dire un petit mot, Kenny. On sera à l'heure la prochaine fois. On essaiera. On a eu un petit retard, mais c'est l'esprit Twitch aussi. On n'a pas de conducteur, on n'a pas de pub, on n'a pas de. Voilà, on parle entre Mm. amoureux du ballon. On vous attend de plus en plus nombreux. On espère pérenniser un petit peu l'événement à l'avenir. On va se quitter ici. On se donne rendez-vous pour moi sur Twitch dès jeudi, pas demain. Demain, c'est petite journée off. Dès jeudi matin, et on se redonne même rendez-vous avec Kenny jeudi après-midi pour des lives F1, vendredi Oh là là. F1. Voilà, vous savez que ma chaîne, c'est de la F1 et du rugby pour l'instant. On se cantonne un petit peu à ça et surtout, on se donne rendez-vous
samedi, toute l'après-midi, on va faire des live reacts top 14. On va suivre la journée top 14, on va réagir à ce qui se passe, on va essayer de faire en sorte voilà, de vous apporter des stats, des chiffres, de parler rugby entre amoureux du rugby déjà, c'est le plus important. Euh, pour ceux qui peuvent pas aller au stade, ben voilà, n'hésitez pas à venir sur la chaîne, à mettre Canal Plus en fond chez vous et à nous écouter, réagir sur le top 14 et vous aussi à réagir évidemment dans le chat, c'est le plus Mm. important et c'est ce qui nous plaît le plus, on va pas se mentir. Faire des émissions, parler, on adore ça. Mais en plus, pouvoir réagir avec vous, ben, c'est le bonus de Twitch. Donc on espère vous retrouver nombreux dès samedi. Donc merci à toi Kenny pour cette première du récap Ovalie. On vous mettra le replay sur YouTube, sur mon YouTube. Voilà, maintenant, comme sur les previews, on l'a mis. Et ben là, on vous mettra ce petit récap Ovalie. On va essayer de bouger un petit peu sur les réseaux pour vous trouver de plus en plus nombreux. Et pour finir, eh ben, on vous laisse avec un dernier bonbon, le top 5 du top 14 ben, de la première journée, tout simplement. Ce top 5 des essais. Et on commence par un essai du Racing, je pense. Merci à toi, Kenny, Merci et à la Damien. semaine prochaine pour le récap Allez, Ovalie. ciao. Eh oui.